Bonjour Monsieur Bourg. Bonjour. Nous sommes ici dans le cadre de la conférence débat Une démocratie à prendre avec précaution, co-organisée par l'association Paix 21 et le Centre de réflexion écologique Aixois, pour parler de votre livre Vers une démocratie écologique, coécrit avec Kerry Whiteside. Pouvez-vous nous présenter votre livre en quelques mots ? Alors, notre livre part d'un constat. Le constat, c'est l'incapacité de nos démocraties à faire face aux enjeux de long terme. Alors, on peut le comprendre de manière très très facile. Nos démocraties ont répondu à des enjeux, la liberté, la défense des droits individuels, le développement des capacités économiques. Elles y ont très bien répondu parce que finalement ces enjeux pouvaient être appréhendés par un citoyen, par lui-même, par sa conscience spontanée. C'est-à-dire, si on veut savoir si vous êtes heureuse, la seule manière de le faire, c'est de vous le demander. En revanche, si je vous demande, imaginons que vous n'ayez aucune connaissance dans le sujet, quel est l'état, la composition chimique de l'atmosphère, comment la biosphère va évoluer, etc., ce sont des choses très importantes pour votre propre avenir, mais par vos capacités sensorielles immédiates, par votre capacité de jugement spontané, vous ne pouvez pas y répondre. Alors, quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui et demain ? Alors, de façon très très générale, on peut dire qu'on va être confronté à une forme de pourrissement de nos conditions de vie pour deux raisons. D'une part parce qu'on va être confronté à une finitude de nos ressources, ressources énergétiques, encore que le problème dans un premier temps c'est plutôt l'inverse, ressources minérales, ressources biotiques, ressources en eau douce, etc. Et le deuxième côté, eh bien, on va être confronté aux limites que nous impose la biosphère, par exemple avec le changement climatique, l'essor de nos activités qui émettent beaucoup de carbone, ont enclenché le réchauffement de l'atmosphère. Et une des conséquences du réchauffement de l'atmosphère, c'est la réduction de la part habitable de la Terre. Et puis effectivement, c'est des conditions de vie qui vont être plus difficiles parce que vous avez des régions qui vont encore connaître une aridité beaucoup plus grande, de telle sorte qu'on ne pourra plus y habiter. Vous aurez peut-être des événements climatiques extrêmes plus nombreux, etc. Donc voilà, l'enjeu, c'est que si on laisse filer nos activités par rapport à certains paramètres, en termes soit de ressources, soit de régulation générale, on va vers un pourrissement de nos conditions de vie. Donc l'enjeu de la démocratie écologique, c'est de réduire au maximum le dit pourrissement. D'accord, alors vous le dites, le système représentatif est incapable de prendre en considération les enjeux à long terme. Comment recréer le lien entre le citoyen, le savant et le politique ? Alors c'est ce qu'on essaie de faire en proposant une sorte de bioconstitution qui se compose pour l'essentiel en deux objectifs constitutionnels nouveaux. Un objectif constitutionnel, c'est ce vers quoi les lois successives doivent nous permettre de tendre. Et là, on a un premier objectif qui est lié à l'état de la biosphère, c'est-à-dire qu'effectivement, si on laisse par exemple, et pas seulement le climat se dégrader, eh bien, on va arriver à des tensions énormes entre les nations. De même, si nous ne parvenons pas, c'est le deuxième objectif, à une gestion concertée des ressources, là aussi, la guerre et les conflits sont fortement probables. Or, l'intérêt fondamental de la nation, c'est de persévérer dans son existence, c'est de permettre un épanouissement des conditions des citoyens. Et donc, si on n'avance pas vers ces deux objectifs, eh bien, on va compromettre cet intérêt fondamental. Alors, pour que ces objectifs ne restent pas lettre morte, parce qu'ils dépendent effectivement d'une information scientifique fine, on propose une académie du futur qui ne fait jamais qu'informer sur les devenirs possibles. Ensuite, il y a, en plus évidemment de l'Assemblée nationale aux sciences classiques, un Sénat, donc une chambre haute, qui elle n'est plus composée d'élus, mais est composée, on pourrait dire rapidement, de personnalités qualifiées qui sont... on constitue des listes de ces personnalités. Ensuite, on les choisit au hasard sur ces listes. Et eux ont une double fonction de préparer de grandes réformes structurelles de la société sans rentrer dans les détails, parce que là, on se heurte à des jeux d'intérêt, etc. Et ça, c'est plutôt le rôle du Parlement. Et puis, à l'aval, leur fonction est d'opposer leur veto à des lois qui iraient totalement à l'encontre des objectifs en question, mais avec l'aval de conférences des citoyens. Alors, vous plaidez pour une chambre haute, majoritairement constituée de ONGE, organisations non gouvernementales. Non, de gens qu'elles délèguent. C'est très différent. Elles ne sont pas forcément des gens qui viennent des ONG. Mais comment assurer l'indépendance de ces personnes et garantir la participation des citoyens à la prise de décision ?
Alors, premièrement, garantir la compétence de ces gens. Il y a des critères suffisamment objectifs pour qu'on puisse, sur cette liste, ne mettre des gens dont les écrits, par exemple, montrent qu'ils sont capables, qu'ils ont eu un engagement en faveur des enjeux de long terme, qu'ils ont su proposer des choses intéressantes sur ces enjeux, etc. Ensuite, après, avec ce processus de désignation au hasard, même si vous avez une ONGE qui a proposé des gens bizarres parce qu'elle est bizarre, genre Fondation Allègre, elle va être complètement fondue dans elle. Il n'est même pas sûr que les gens qu'elle avait mis sur la liste finiront par le hasard à être retenus. Donc on offre, si vous voulez, un système qui offre certaines garanties. Et pour empêcher effectivement une espèce d'expertocratie, eh bien, le côté, d'une part, cette Assemblée ne vaut aucune loi. Les lois sont retravaillées ensuite par le Parlement, d'une part, et d'autre part, elle ne peut pas par elle-même s'opposer à une loi votée par le Parlement. Il faudrait en plus qu'elle ait reçu l'aval de plusieurs conférences de citoyens. Donc on a bordé le système de telle sorte qu'on essaie d'éviter des dérives. Aucune institution ne va nous prémunir contre toute dérive, mais on essaye que la manière dont elle est conçue nous prémunisse a priori contre le maximum de dérives possibles. Alors justement, le principe de précaution, pour en revenir à notre thème, tel que défini dans l'article 5 de la Charte de l'environnement, vous paraît-il adapté à la situation actuelle et à la situation future? Alors le principe de précaution, c'est un principe qui n'a rien à voir avec les finalités. C'est un principe qui concerne simplement la sécurité de certains moyens. Bon. Et qu'on ne va mobiliser que si ces moyens peuvent susciter des dommages graves et irréversibles et dans un contexte de défaut de connaissances scientifiques. Donc, en fait, il y a peu de sujets sur lesquels on va évoquer le principe de précaution, mais en revanche, c'est des sujets fondamentaux pour l'environnement et pour la santé humaine. Mais il y a toutes sortes d'autres sujets où le principe de précaution n'a rien à nous dire. Donc, par exemple, là, ce Sénat envisagerait des choses qui vont largement au-delà du principe de précaution, même si c'est un principe qui est important. D'accord. Vous dites qu'il faut le domestiquer aussi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, j'entendais, c'est pas le principe qu'on doit domestiquer, c'est l'usage médiatique qu'on en fait, ce qui est quand même assez différent. Oui, et l'usage médiatique est délirant. On l'évoque dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec les circonstances d'usage fondé et légitime du principe de précaution. Et donc, votre livre est une pierre posée à l'édifice d'un plus vaste chantier. Tout à fait. Quelles sont les autres pierres à apporter à cet édifice? Alors, on a une pierre en termes à la fois de macroéconomie et de conception du bien-être et du lien social. Et là, c'est une des meilleures contributions, c'est le livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance. Effectivement, imaginer une société où on n'a pas un accroissement permanent de la richesse, c'est nécessairement revenir sur qu'est-ce que le bien-être, quels sont les déterminants du bien-être, comment fonctionne le lien social. Et là, on s'aperçoit que l'intérêt matériel est un élément, mais ce n'est de loin pas le seul. Et puis le troisième chantier, c'est le chantier sur la gouvernance internationale, où là, vous voyez bien, on est vraiment à la peine. Regardez Copenhague il y a un an, Cancun bientôt. On sortira peut-être des petites choses, par exemple l'accord RID, que sais-je, mais pas beaucoup plus. Monsieur Bourg, merci. Merci, Candice.